Bonjour tout le monde, je suis avec Axel, qui est un étudiant donc à Nîmes. Est-ce que tu peux raconter un petit peu dans quelle branche d'études tu te situes? Bien là actuellement je suis sur une licence, un parcours assez unique en France. C'est une licence histoire-géographie mais aussi patrimoine. Et la notion de patrimoine est importante parce que ça rajoute pas mal de matières qui n'existent pas dans les filières classiques d'histoire-géographie. Voilà. Ok, et la raison pour laquelle je t'ai rencontré, Axel, c'est suite à un engagement citoyen, puisque tu es présent dans l'équipe de Vivons Nîmes. Tout à fait. Voilà. Vivons Nîmes, c'est une liste citoyenne, on peut dire, qui s'est formée pour aller au municipal à Nîmes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors Vivons Nîmes, déjà c'est l'initiative d'un personnage qui s'appelle Jean-Marc Philibert, qui est actuellement la tête de liste, le candidat. Et c'est lui qui a réuni toutes les énergies pour créer cette liste qui était une idée issue des Gilets jaunes. Voilà, la citoyenneté, la démocratie, plus de clarté sur les politiques locales comme au national. Et donc Vivons Nîmes, elle prône la citoyenneté, la démocratie, comme je l'ai dit, et davantage d'écoute vis-à-vis du citoyen et replacer surtout le citoyen au centre du débat, au centre des discussions, parce que c'est le citoyen qui connaît le mieux la situation de son territoire et des problématiques qui l'entourent. Vous avez le droit de vous exprimer et vous êtes tout à fait les bienvenus même dans les comités de quartier. Vous allez à Nîmes comme ailleurs, voir des comités de quartier, vous n'avez que des têtes grises. Alors c'est très bien, il faut une représentation effectivement des seniors qui sont majoritairement propriétaires, parce que c'est normal, ils ont fait leur temps, ils ont eu leur temps pour acheter, pour faire leur vie, etc. Mais il faut aussi que la jeunesse, c'est-à-dire l'avenir, la suite, soit aussi considérée, parce que au bout d'un moment, ces comités de quartier-là, toute cette vie citoyenne, elle va être désertée. Et c'est comme ça qu'on a des exodes après de part et d'autre, qu'on perd des identités aussi régionales, locales, du patois, des langues, des traditions, et que on n'a plus d'industrie, on a moins de commerce, etc. C'est un liant, voilà. C'est un lien. Et toi, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens pour tout de suite, aux jeunes, pour tout de suite commencer à faire quelque chose? Tout de suite, tu désires, je suis un étudiant, vers quoi tu me conseilles de m'orienter pour trouver des déjà gens qui pas les parlent? syndicats étudiants, parce que moi j'ai été donc trésorier d'une association étudiante pendant 2 ans. On a été en combat permanent contre les influences politiques et des syndicats étudiants et autres qui voulaient mettre la main sur nous parce que on brassait beaucoup de gens, puisqu'on faisait des actions associatives avec la filière histoire notamment. Et comme on avait réussi à avoir une trésorerie assez convenable, ça nous permettait d'avoir une liberté. On n'était pas soumis à certaines règles ou certaines personnes, certains organismes. Donc voilà, et ça c'était très pénible pour eux. Donc déjà, faites-vous un esprit critique, voilà, un avis personnel, qui soit considéré bon ou mauvais par les uns ou par les autres, vous en fichez, c'est vous que ça regarde. On est dans un pays de liberté d'expression, donc voilà. Moi, je pense des choses avec lesquelles une majorité seront d'accord, une majorité ne seront pas d'accord. C'est ça la France. Et n'ayez pas peur en fait. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a personne qui vous dira vous ne pouvez pas le faire en fait. Parce que ça c'est de l'intimidation, au pire du chantage. Moi on m'en a fait et on m'en fait toujours, comme on me fait beaucoup du pied, parce que quand on voit un profil comme le mien, évidemment j'en suis conscient, qui est assez peu commun, on essaie de tout de suite tirer la couverture vers soi. Moi j'ai pas cédé aux appels des sirènes et j'ai fait en mes convictions, voilà. Et les jeunes doivent faire pareil, c'est-à-dire que moi profondément je ne crois pas que c'est les partis qui aident la jeunesse. Ils font comme ils font pour toutes les tranches de la population, que ce soit en termes d'âge ou en termes socio-professionnels. Ils font de l'électoralisme. L'électoralisme, c'est quelle communauté, quelle catégorie sociale, quelle catégorie d'âge vote le plus pour nous aux dernières élections, qu'est-ce qui nous rapporte le plus, etc. Et après, il y a les promesses, et une fois qu'ils sont élus, les promesses sont souvent non tenues. Et après, on vient plus concerter les gens, etc. Les jeunes, en France, dans la généralité, ils sont dans des situations plus que précaires. On le voit avec l'université, les apprentissages. Aujourd'hui, on prône à tort, même les professeurs d'université, les présidents d'université, les présidentes le disent, on recrute à tort trop de jeunes dans l'éducation supérieure, alors qu'en fait, on a besoin aussi de formations professionnelles qui sont tout aussi porteuses et qui permettent des fois de bien mieux vivre que des formations supérieures, donc, voilà, au niveau financier, j'entends. Et ça, l'institution scolaire, par exemple, n'a pas encore fait le chemin, ce qui fait qu'on a beaucoup de jeunes qui se retrouvent en déshérence. La déshérence personnelle, la déshérence, j'ai envie de dire, professionnelle ou estudiantine, elle est liée aussi aux politiques.
On est en train de perdre notre jeunesse et les politiques qui sont faites au local comme au national, depuis des années comme aujourd'hui, elles ne leur proposent rien de concret. Donc tu penses que c'est un problème politique et tu penses pas en quelque sorte que c'est un problème culturel aussi? Non, pourquoi culturel? Culturel dans le sens où maintenant il y a plutôt une culture de l'individualisme qui est développée, plutôt une culture du plaisir, on va dire. On est facile, d'accord, mais c'est pas destiné qu'aux jeunes, l'individualisme. Je veux dire, vous avez des personnes de 90 ans comme des personnes de 10 ans, petites personnes de 10 ans, qui sont individualistes. C'est propre à chaque individu. Après, effectivement, c'est lié à une forme, je pense, d'ultracapitalisme et de confort, de choses et d'autres. Je suis pas juge là-dessus parce que moi, c'est pas mon discours. Moi, je suis pas là pour juger les gens, dire vous êtes individualiste ou vous êtes communautaire, ou etc., etc. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est il y a des possibilités, il y a des portes ouvertes, et quand les portes sont fermées, il faut les enfoncer. Moi, je regarde par exemple des personnages politiques, qui soient de droite ou de gauche, issus notamment de l'immigration ou de milieux très pauvres, très populaires, qui n'ont pas attendu que la politique parisienne vienne les chercher pour devenir ministre, pour briguer des mandats, pour devenir député et pour faire quelque chose en fait. Moi, c'est parti de rien. J'étais pas amené à faire de la politique. Ma famille n'est pas dans la politique. On a connu et on a gravité avec quelques maires de village, mais c'est tout. On n'est pas des pompes de la politique. Des gens très simples, très modestes, des Français lambda. Et je me plaignais tout le temps. Et je me disais, il faudrait que ça change. À Nîmes, notamment, culturellement, ça. Et on m'a dit, mais bouge-toi le cul. Si tu veux faire changer les choses, fais-le toi-même. Et j'ai dit, mais en fait, oui. J'ai dit, et puis je pense avoir les capacités, et notamment le tempérament, parce qu'il faut avoir quand même les épaules solides et larges dans les politiques, notamment locales, pour y arriver. On va dire avoir une certaine forme de résultat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'empêcher, et il y a toujours, notamment au local, au régional, comme on le voit au national, des microcosmes de l'entre-soi qui essaient de monopoliser le pouvoir pour eux et de ne pas ouvrir la porte, et c'est d'autant plus dur quand on est jeune justement et qu'on ne descend pas d'une grande famille politique ou bourgeoise ou que sais-je. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la politique ou dans d'autres choses, en associatif, qui désespèrent d'arriver à attirer la jeunesse, les étudiants. Quel conseil tu donnes à ces gens-là pour créer l'espace, on va dire, l'espace-temps qui rendent aimable tout à fait. Déjà, il y a un outil très simple, qui est déjà existant depuis un moment et dont on parle souvent négatif, mais qui peut être positif, c'est les réseaux sociaux. C'est la communication, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, que sais-je, on en a tellement aujourd'hui, je ne peux pas tous les énumérer. Et ça, faire des appels du pied par les réseaux sociaux, c'est un premier pas, on va dire. Après, il y a aussi la rencontre, le physique. Parce que moi, ce que je remarque à Nîmes comme ailleurs, c'est que les structures, elles veulent recruter, elles veulent des gens, elles veulent une dynamique, créer une dynamique, mais elles sont très pauvres en communication. Et évidemment, si on ne communique pas sur le terrain, par les réseaux sociaux, par des newsletters, que sais-je, les gens ne vont pas venir. Les gens ont déjà assez à faire, notamment dans leur vie actuellement, dans les conditions de plus en plus précaires économiquement qu'on connaît en France et dans nos régions, pour se dire je vais prendre le temps de m'engager dans ci, dans ça. Au contraire, on a des désengagements de plus en plus massifs, notamment dans des choses humanitaires, associations humanitaires, Croix-Rouge, etc. Alors qu'avant, des gens donnaient plus de leur temps, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans des situations où c'est moi, ma gueule avant, et les autres après. Et ça, je peux le comprendre, parce que quand on est père de famille, mère de famille, ou qu'on a des enfants et tout ça, il faut mettre du pain sur la table à la fin du mois. Pour en revenir sur la jeunesse, moi, quand je parlais donc à des jeunes, en gros, je remarquais deux attitudes différentes vis-à-vis de la politique. Il y a soit beaucoup de cynisme, c'est-à-dire on sait que c'est un milieu pourri et on sait que la société se dégrade, mais on va essayer de profiter le maximum du temps qu'on a, et puis on gérera les dégâts quand ils deviendront trop prenants, on va dire trop pesants. Et l'autre attitude, c'est, on va dire, simplement le dégoût, la distance. C'est trop terrible, je ne veux pas m'y intéresser. Oui, mais c'est presque phobique, parce qu'aujourd'hui, on demande à notre jeunesse d'assumer beaucoup de choses et d'avoir beaucoup de responsabilités sans leur donner les outils. Moi, je veux dire, le premier, on m'a mis dans le bain très rapidement pour diverses choses, parce que je suis aussi partiellement militant dans le patrimoine français, pour la restauration de l'église, pour la restauration de lavoirs, de puits, de châteaux, que sais-je. Le patrimoine dans son ensemble français n'est pas que bâti, parce que l'État fait plus le boulot, donc des indépendants comme moi sont obligés de le faire, des bénévoles, avec nos sous et notre temps. Et bon, passons. Et voilà, et en fait, la jeunesse aujourd'hui, on leur met un poids sur les épaules, avec notamment les communications des médias. Quand on voit les chaînes d'infos en continu, ou même le 20h ou le 13h TF1,
c'est pas franchement joyeux. Et tout ça, on dit, c'est à la jeunesse de l'assumer demain. Vous aurez peut-être pas de retraite, vous aurez peut-être pas ci, vous aurez peut-être pas ça. Tous les acquis sociaux, comptez pas trop dessus parce que vu ce qui se passe, voilà. Et d'un côté, on leur dit oui, mais vous devez construire des entreprises, vous devez faire comme nous on a fait pour acheter votre maison, pour voilà. Comme les anciens ont fait en fait. Moi je dis oui, mais on n'est plus dans les mêmes contextes, on n'est plus dans les mêmes politiques, et on a une situation nationale, internationale et régionale qui font que c'est pas possible. On asphyxie les jeunes, la jeunesse, et on ne leur donne pas les armes pour devenir de jeunes entrepreneurs, de jeunes créatifs, dans quelques domaines que ce soit, de jeunes chercheurs ou chercheuses par exemple. Voilà, aujourd'hui c'est les vases clos, les milieux fermés, et dès qu'on commence à mettre des initiatives en place, à essayer de mettre un petit peu de ressources humaines, de moyens techniques, de moyens financiers, on est plombé par l'État, on est plombé par divers organismes, ou par les autres tout simplement. Et il y a plus même cette solidarité qu'il y avait par exemple à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents, où quand on essayait de monter quelque chose, tout le monde s'y mettait un petit peu pour aider le voisin, le prochain ou le membre de famille. Et après, tout le monde croquait un peu une part du gâteau, on faisait de l'actionnariat, on faisait autre chose, même dans les associations, sans parler que d'argent. Voilà. Aujourd'hui, c'est effectivement une part d'individualisme, chacun ma gueule, quoi. Mais parce qu'on est dans des situations précaires et que plus on est précaire, plus on se renferme sur soi. Plus on est précaire, plus on se renferme sur soi, je suis pas exactement d'accord. Dans le sens où on rencontre souvent beaucoup de solidarité justement chez les plus pauvres. Je suis pas tout à fait d'accord. Fut un temps peut-être, aujourd'hui c'est un peu un mythe. Vous allez voir, moi j'ai vu les côtoyer, des associations comme la Croix-Rouge, vous allez même dans les services sociaux ou le département, le CCAS, etc. C'est chacun ma gueule. C'est au premier qu'il y aura la dotation, le machin. Donc voilà, c'est pas pour faire une caricature, mais vous parlez avec les agents de terrain, ils vont vous le dire la réalité. Moi j'ai des gens avec qui je travaille, ça fait 40 ans qu'ils sont dans tout ce qui est les services d'aide sociale, notamment départementaux. Ils en ont plein, voilà, ils en peuvent plus quoi. Ils nous disent on exige, on veut et on regarde pas les autres. Donc moi non, ça la fable un peu à la Jean Valjean le plus pauvre, donne-moi un bout de pain et je te partagerai l'autre, ça n'existe plus. En tout cas, c'est minoritaire, on va dire, c'est plus la généralité. Fut un temps, ça existait, ça je suis absolument d'accord. Moi-même, je l'ai vu étant enfant. Aujourd'hui, on est dans une société qui est tellement divisée qu'il suffit qu'il y ait une association, un individu ou un représentant qui fasse part d'une opinion politique, communautaire, qui soit X ou Y, et ça va polariser tout le reste. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ne se feront plus. Et je sais que dans Vivons Nîmes, vous insistez beaucoup sur la formation. Tout à fait. Sur l'éducation. Toi, tu espères quoi comme grandes étapes pour former un peu tous ces citoyens, bien sûr, à l'action citoyenne, on va dire, à l'éveil politique ou à l'éveil de l'organisation sociale. Voilà. Voilà, est-ce que tu peux en parler ? Avec Vivons Nîmes, comme dans beaucoup de listes citoyennes et démocratiques de France, on a des leviers, des axes majeurs qu'on porte, qu'aucune autre liste ne porte, puisque généralement ce sont des listes partisanes, donc de partis. Et nous, c'est notre spécificité, c'est qu'on n'est pas partisans, on n'est pas à l'Assemblée, donc on peut avoir une liberté là-dessus. Nos grands axes, par exemple, c'est de monter, alors c'est une particularité de notre candidat, des maisons des droits et des devoirs. Les maisons des droits et des devoirs, c'est des endroits qui vont permettre aux citoyens de retrouver plusieurs services publics, plusieurs aides aussi, qu'elles soient sociales, alimentaires, etc., des aides juridiques, et de comprendre un peu mieux aussi la société dans laquelle ils vivent. Et qu'effectivement, ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs, tout comme l'État en a vers eux, et tout comme nos politiques, qui sont nationales, locales ou eurodéputés, en ont vers eux. Parce que les politiques sont des citoyens avant d'être des politiques, et ils le restent en étant politiques. Ça, il ne faut pas l'oublier. On a aussi une volonté qu'on porte et qu'on espère qui sera concrétisée si on est élu, on fera tout pour, c'est d'ouvrir des conseils citoyens avant les conseils municipaux. Parce que beaucoup de conseils municipaux, notamment à Nîmes, se font en huis clos. Il n'y a pas de retransmission des conseils municipaux alors que l'équipement est là, la vidéo captation est là dans les salles, mais ne se fait pas. On n'interroge pas le public qui vient. Encore hier, nous étions en déplacement, nous avons rencontré Nîmois de terrain, des agents vraiment sur le terrain, culturels, associatifs, etc., entrepreneurs, qui me disaient mais nous on vient nous chercher que pendant les élections, et sorti des élections on n'existe pas. Ou alors on vient nous voir dans nos locaux et tout, avec la préfecture et tutti quanti, et on nous impose. Et nous dit là vous faites du ramdam, vous avez des adhérents, on voit que votre voix est prenante, donc maintenant on vous impose ça, et en échange vous aurez 3 billes quoi.
Et comment vous voulez qu'il y ait une politique honnête, claire et surtout qui soit ambitieuse pour tous les Nîmois, pas pour une partie Nîmois ou pour un groupe de Nîmois, quand on a ce genre de comportement-là, qui ne sont absolument pas tolérables en fait. Il y a ce genre de leviers pour moi qui sont des axes majeurs, qui sont des choses relativement simples à mettre en place. Et puis, je pense qu'il y a une chose tout simplement plus simple, c'est d'aller parler avec les Nîmois, avec les citoyens, pas qu'à Nîmes. Je prends l'exemple de Nîmes puisqu'on se trouve à Nîmes, mais je trouve pas normal que nos élus aujourd'hui sont en déconnexion presque quasiment totale avec les Nîmois, ne viennent les trouver, les voir que effectivement au temps des élections ou pendant quelconque événement, mais dans le reste de la vie commune, on les voit quasiment jamais dans les rues de Nîmes. On les voit pas s'arrêter chez les commerçants, chez le boucher du quartier, je sais pas moi, le lunetier du quartier, etc. quoi. Les restaurants, voilà. Et les restaurants, quand ils y vont, c'est quand ils se font inviter. Donc bon, c'est pas non plus une bonne image à donner. Par exemple, moi je travaille avec beaucoup d'agents culturels pour les musées notamment, puisque la culture et le patrimoine, comme la jeunesse, font partie de mes dossiers. Les agents des musées sont laissés complètement à l'abandon. Ils n'ont aucune formation, on ne leur en donne pas, on les recrute un peu à la louche et aujourd'hui on fait plus travailler de vacataires qu'autre chose. Les départs en retraite ne sont pas remplacés. Il y a un trou qui se crée, c'est une précarité. Les musées ne sont pas entretenus pour la grande majorité, je parle des musées publics évidemment. Donc voilà, on a un vrai problème, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas tout ça. Et le citoyen là-dedans, il ne s'y retrouve plus en fait. Nous les citoyennes, pour faire un résumé global, elles sont là pour apporter de la clarté, du débat et donner une place à la table aux représentants. D'accord. Et comment tu espères que ces maisons-là des droits et des devoirs vont aider par exemple les étudiants à se former à ce qui va leur permettre de vivre en fait dans cette société? Déjà, si on réunit dans ces maisons des droits et devoirs entrepreneurs, acteurs de la vie sociale comme des associatifs, collectifs, organismes, etc., et qu'on les met tous à même endroit, en tout cas qu'on donne le choix d'avoir un endroit où se retrouver ou discuter avec un annuaire justement utile, je pense que déjà ça donne des pistes. Après c'est une volonté personnelle, on peut forcer personne et on n'est pas là pour forcer qui que ce soit. Mais je pense que si déjà on leur dit là vous avez la possibilité de en fonction de votre problème, je pense que déjà ça va un peu plus motiver les gens et qu'on va recréer un lien de solidarité et d'unité. Voilà, c'est pas... moi j'ai pas une vision bisounours des choses, je suis très concret, très terre à terre, mais c'est des choses simples à mettre en place et ça demande juste une volonté personnelle et politique. D'accord. Là, il y a le temps presse en quelque sorte pour ceux qui veulent aller au municipal. Tout à fait. Est-ce que tu as quelques ingrédients à donner à tous ceux qui organisent des listes un petit peu, tu vois, en France, pour faire gonfler leur mouvement, pour attirer des gens, que ce soit des jeunes ou d'autres personnes? Oui. Vas-y. Déjà, pour la constitution d'une ligne citoyenne, en fait, comme nous on prône, les premières difficultés qu'on a rencontrées personnellement et qu'on a toujours rencontrées, mais comme toutes les listes, en fait, c'est le recrutement. Parce qu'évidemment, mobiliser les gens dans les périodes qu'on connaît, qui sont un peu d'instabilité politique, j'entends nationale, et avec les moyens de plus en plus précaires personnels des gens, c'est compliqué. Ce qu'il faut, c'est redonner de l'espoir. Pas en mentant, mais en donnant des choses concrètes, des actes concrets, des axes concrets, et surtout des directions fortes. Ça, je pense que c'est important. Montrer aussi que vous n'êtes pas tout seul. C'est pas parce que nous, souvent, on a eu ce retour. Vous n'avez pas la compétence dans ça que vous ne pouvez pas faire autre chose. Une liste, elle est quelque part pluridisciplinaire. On a des gens qui vont être dans les réseaux sociaux, dans la communication, dans la rencontre, dans le développement de l'impression, des tracts, etc., dans le programme, dans la logistique. Après, ça peut être plus sur le fond, avec le développement du programme, avec les domaines, etc., les problématiques propres des Nîmois et presque des comités, donc le petit trou dans le quartier, voilà, qu'il faut réparer. C'est un peu tout ça. Il faut être pluridisciplinaire, il faut être partout, il faut discuter partout, et on travaille tous ensemble.